Bonjour à tous, bienvenue dans votre moment psycho. Aujourd'hui, on va parler du biculturalisme et du multiculturalisme. Puis pour faire ça, on a des invités. Ça va être super intéressant. Donc, c'est eux-mêmes des étudiants finissants là, dans vraiment pas très longtemps là, au bac en éducation du français langue seconde. Donc, c'est ça. Sinon, là, peut-être c'est un peu flou les concepts de biculturalisme, multiculturalisme, mais on va bien définir tout ça, puis on va pouvoir demander à nos invités de nous en parler plus en détail. Donc, pour le podcast aujourd'hui, Laurie est pas là, mais c'est ça, ça va quand même être intéressant. Puis, c'est ça, on a essayé de faire une. Ben, en fait, on essaye une nouvelle méthode, là, donc ça va être juste audio. Puis vous pouvez nous dire dans les commentaires et tout ça comment vous allez trouver ça. Donc, bon podcast! Bonjour, bonjour! Donc, ben, je pense premièrement, qu'est-ce qui pourrait être intéressant, juste peut-être de dire ben, qui vous êtes, en fait. Ok. Bonjour à tout le monde qui nous écoute. Je m'appelle Roberto Carlos Larocque, je suis finisseur en enseignement du français langue seconde. J'ai 26 ans. OK, puis c'est ça, toi, vous êtes les deux dans la même année au bac. Oui, Oui, exact, donc exact. quatrième année. Quatrième année à l'UQAM. On est en train de finir nos cours en ce moment. On est en fin de session. Je céderai la parole à Lara là, pour qu'elle puisse se Oui, présenter. oui, oui, tu Ok. peux te présenter. Donc, moi, je m'appelle Lara, j'ai 28 ans. Je suis aussi finissante au baccalauréat à l'enseignement français langue seconde. Puis, on enseigne aussi depuis presque, moi, 1 an, toi, 2 ans, la francisation aux adultes. Quand même, fait que même dans vos expériences, vous avez des expériences professionnelles aussi avec les concepts de biculturalisme, multiculturalisme, les langues, Ouais. comme vous l'avez enseigné, là. Fait que Oui, c'est... c'est ça, tout à fait. Puis, on côtoie beaucoup de types de personnes, de Ouais. tous les âges, de tous les milieux, de tous les pays. Donc, ouais. C'est ça, parce que qu'est-ce qui est intéressant aussi avec votre bac, c'est que comme ça couvre, vous pouvez enseigner à plusieurs Clientèle. clientèles, c'est ça? Ouais, exact. Donc, bien évidemment, les premières années, pour notre cohorte, là, du moins, ça a été très orienté vers le primaire, voire même préscolaire. Là, donc, maternelle 4 ans en accueil, Mhm. généralement. Primaire, français langue seconde dans les écoles anglophones. Secondaire, donc en classe d'accueil, mais ça c'était beaucoup plus au milieu de notre bac qu'on avait exploré ça, soit en immersion, soit en classe d'accueil, soit en français langue seconde encore. Puis, ça fait pas longtemps qu'on a découvert la francisation. Ah, c'est Et ça. la francisation est vraiment vue à la dernière session là, C'est pas de quelque la chose dernière qui est année. mis à l'avant vraiment Non, non, dans non. le baccalauréat, mais je trouve qu'il y a beaucoup de flexibilité avec la francisation. Mhm. Nous, on enseigne le soir, donc il y a pas, ça compromet pas nos études. Mhm. Puis, mais ça nous donne beaucoup d'expérience. Juste pour éclairer, là, c'est quoi la francisation? Parce que Ouais, c'est ça que j'allais me poser comme Ouais. question. Parce que j'ai souvent entendu parler de la francisation comme un cours de français banal. La francisation au Québec, c'est vraiment la clientèle adulte Ouais. qui vont venir au Québec dans un processus d'intégration culturelle ou d'immigration. Il peut y avoir des Canadiens dans une classe, il peut y avoir des Chinois, il peut y avoir des Ok. Japonais. C'est vraiment mixé de tout. Donc, c'est pour vraiment venir en aide à l'intégration et aussi pour apprendre le français là, dans la société québécoise pour les immigrants. Ouais. Puis aussi, là, en ce moment, c'est un peu compromis là, à cause Ouais. des dernières nouvelles, mais habituellement, t'as pas besoin d'avoir un statut particulier pour avoir accès à la francisation. Exact, exact. Tu peux être un travailleur temporaire puis avoir accès à la francisation.
Donc, c'est vraiment quelque chose qui est offert à tout le monde, peu importe son statut migratoire. Je pense que les seules personnes qui ne peuvent pas accéder à la francisation sont les touristes, Ah ouais, de ça se peut. mémoire, là. Mais Oui, c'est ça, vrai. ouais. Mais sinon, demandeurs d'asile, réfugiés, là, Ouais. immigrants pour économiques. Ouais. Vous m'excuserez là, pour les termes, là. Mais ouais, ils sont tous acceptés. Ouais, exactement. Ok, fait que vous baignez vraiment comme depuis déjà quelques mois, plusieurs années aussi, directement là-dedans, en plus avec la francisation. Mais avant de commencer, comme à aller parler un peu plus comme, tu sais, peut-être de vos expériences aussi, vu que vous êtes comme issus de communautés culturelles qui sont différentes, ça serait intéressant d'entendre justement comment vous vivez ce biculturalisme-là et le multiculturalisme. Mais avant toute chose, est-ce que ça serait possible de nous définir? Ça veut dire quoi? Biculturalisme, multiculturalisme, est-ce que c'est la même chose? C'est-tu... ouais, je vais te laisser aller là-dessus. Je sais pas. Ok. Vous aider un peu à comprendre là, où est-ce qu'on se situe Ok. dans le Ouais, vocabulaire. je comprends. Donc, au meilleur de mes connaissances, hein, loin de moi de m'auto-proclamer expert en la chose, mais je tiens juste à dire que biculturalisme, c'est vraiment quand une personne va développer une autre culture. Dans une autre, soit communauté culturelle, notamment dans le cas qui nous intéresse ici, c'est par les parcours migratoires. On va, par exemple, partir du Brésil pour aller en Colombie, pour peut-être aussi aller aux États-Unis. Toutes ces destinations-là, pendant ce parcours-là, on développe de la culture, peu importe. Donc, ces cultures-là vont développer un biculturalisme de la personne. Donc, c'est-à-dire qu'une personne brésilienne avait seulement une culture, mais par son parcours migratoire, arrive à développer soit des codes sociaux différents, par exemple un accent différent, une langue différente, des Ok, repères culturels différents. ok. Donc, je dirais que le biculturalisme, là, ça serait vraiment d'être en contact avec une autre culture qui... Puis est-ce que c'est aussi le fait d'intégrer cette autre culture-là ou c'est juste d'être en contact? Je sais pas si c'est clair ma question là. Ouais, ben, moi, comment je perçois ça, c'est plutôt. C'est comme vraiment faire partie de deux mondes. Ok. Puis, par exemple, ici au Québec, tu peux. C'est vraiment différent pour tout le monde, je pense, mais tu peux vivre. Par exemple, à la maison, tu peux vivre une culture qui est peut-être celle de ta famille, de ton ethnicité, puis aussi quand même faire complètement partie de la culture québécoise en étudiant en français, en connaissant les repères culturels québécois, mais tout autant les repères culturels du pays auquel, d'où tu viens en fait, de ton ethnicité. Ok, c'est intéressant. Fait que c'est l'intégration justement de d'autres cultures dans notre identité. Mais c'est comme la ou, coexistence des Ouais. deux, puis Ouais. comme. C'est parce que c'est pas une des deux, c'est que. En fait, c'est aucune des deux, c'est comme une autre. C'est ça, c'est. Ok, Ouais. je comprends. Mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on parle pas vraiment de ça généralement. Peut-être c'est ça, vous le voyez, vous le vivez aussi, mais c'est intéressant justement comme sujet de parler de ça. Puis justement, comme j'avais mentionné un peu plus tôt, c'est ça, vous faites partie de communautés culturelles ben, L'Amérique autres, latine. d'Amérique latine. Ouais. Je voulais pas, mais c'est ça. Donc, est-ce que vous avez comme des expériences? Est-ce que vous avez vécu ce genre de... je sais pas si c'est une dualité ou comment que vous avez vécu comme d'avoir ces deux cultures-là, justement. Ouais, mais je pense qu'on a un parcours différent les deux par rapport à ça. Moi, ma famille, elle vient d'Amérique latine. Ma mère et mes sœurs sont mexicaines. Ma mère est venue ici avec mes sœurs dans les années 90. Puis mon père, il est venu aussi seul du Costa Rica. OK. Donc, il vient du Nicaragua, mais à cause de la guerre, sa famille a déménagé au Costa Rica. Puis lui et sa sœur sont venus au Canada.
comme demandeurs d'asile. Puis ils ont reçu le statut de réfugié. Et ma mère et mes sœurs, elles sont venues avec... elles avaient fait comment dire, le processus du Mexique. Ok. Fait que c'est ça. Puis ils sont arrivés ici comme avec une résidence permanente quasiment. Mais ça fait longtemps, là. Mais c'est ça. Puis moi, mes parents se sont rencontrés ici, puis moi, je suis née ici. Ok. Puis c'est ça. Donc chez moi, mon père, je pense à cause du contexte peut-être de la guerre, ou je sais pas, il m'a pas vraiment montré comme la culture du Nicaragua. Mais j'allais quand même plusieurs fois, non, en fait, comme un mois par année, passer l'été chez ma grand-mère au Costa Rica. Donc, Ah, quand même. j'ai vraiment Ouais, c'est ça. un contact avec plus le Costa Rica et le Mexique, qui est vraiment une culture comme extravagante, vraiment comme très, très ben, vivante, puis unique en fait, là. Fait que c'est sûr que moi, je me suis beaucoup plus identifiée à la culture mexicaine. Et aussi, j'ai vécu quelques années au Mexique en étant petite, à Mexico, donc c'est ça. Mais personnellement, moi j'ai... Tu sais, quand tu grandis, ben, ça dépend pour tout le monde, mais moi j'ai choisi plus le français comme langue première à cause de la garderie. Tu sais, tu passes beaucoup de temps. Puis tu sais, j'ai parlé tardivement, fait que j'avais plus choisi le français, malgré que mes parents et ma famille m'ont toujours parlé en espagnol. Mais c'est ça. Donc, c'est comme un choix inconscient qui a été fait. Puis j'ai appris le français, ben, je dirais comme j'ai acquis le français comme langue première au lieu de l'espagnol, mais c'est comme, il y a quand même une place un peu équivalente. C'est ça, vu que Ouais. c'était présent dans ben, chez toi, dans ton enfance et tout, puis qu'on te parlait en espagnol, ça reste quand même que c'est présent, là, que c'est là. Ouais, c'est ça. Puis aussi, ben, une anecdote, là, c'est que quand on a déménagé au Mexique, j'avais à peu près 6 ans. Puis j'allais à l'école, puis je faisais des erreurs en espagnol, Ok. tu sais, parce que j'avais 6 ans. Fait que, mettons, je traduisais tout, je traduisais tout dans ma tête. Donc, par exemple, si je disais je veux m'asseoir, en espagnol, on dirait quiero sentarme, mais moi, je disais yo quiero me sentar. Ok. Puis genre, ben, je me faisais niaiser, là, comme je me faisais rire de moi. Puis après ça, j'ai juste voulu effacer le français. Fait que j'ai plus voulu jamais reparler français. Ok. Comme j'ai juste pas parlé français, mes parents essayaient de comme, me faire ben, garder cette langue-là, et moi je voulais rien savoir. Fait que quand on est revenu ici, j'ai dû aller en classe d'accueil. Ok. Puis j'ai fait juste quelques mois en classe d'accueil parce que c'était quand même dans ma tête. Là, C'est mais revenu, là, c'est rapidement ouais, quand même, là. exact. Moi, c'est ça mon histoire. Pour la mienne, je dirais que bon, ben, je suis issu d'une mère québécoise, là, canadienne-française. Là. Je suis né à Montréal. Mon père est colombien de Bogota exactement. Euh, Puis j'ai grandi en fait, je veux dire à 100% là, dans la culture québécoise telle qu'on la connaît aujourd'hui. Là. Donc j'ai joué au hockey, bon, j'ai joué au ballon poire. Ces trucs-là. Le ballon de poire, mais c'était Ouais, nice, ça. c'était- C'était vraiment nice. Puis, ma langue première, c'est vraiment le français. Puis, je m'identifie énormément encore aujourd'hui à mon identité, là, personnellement, à la langue française. Concernant plus le côté colombien du côté de mon père, il venait quelques fois par année. Puis, il me mettait dans un contexte hispanophone à Montréal. Ok. Donc, par exemple, j'allais dans son garage, mon père est mécanicien, et ben, tous ses employés ou tous ses collègues là, parlaient seulement en espagnol avec moi. Puis mon père leur demandait de seulement parler en espagnol avec moi. De la même façon que quand je rencontrais son entourage en général, c'était juste en espagnol. Je répondais en français, bien évidemment, parce que j'avais pas le vocabulaire là, ni les connaissances pour répondre en français. Mais j'avais une certaine exposition. Puis ça, c'était généralement pendant l'été. Donc, c'était ça. Puis, il y a eu un grand changement là, quand j'ai eu 18 ans. Bon,
je suis légalement adulte, puis j'ai décidé d'arrêter mes études, en fait. Dans le temps, j'étais T'as au... pris une pause, non? Ouais, exact, j'ai pris une pause. Dans le temps, j'étais au CVM, là, donc Cégep du Vieux-Montréal en langue. J'apprenais l'allemand, l'anglais, bien évidemment, le français aussi, puis l'espagnol. Quand Puis, même. puis ma motivation était vraiment plus du côté de l'espagnol. J'avais des excellentes notes, là, mais en allemand, C'était tough. c'était tough, c'était tough. Trois déterminants, là, c'est quelque chose. Ah, Donc, j'ai abouti, là, j'ai terminé ma session. Et par la suite, j'ai été en Amérique latine, au Panama plus précisément, rejoindre mon père. Puis j'ai décidé de vivre là, pendant 6 mois de manière volontaire. Euh, donc, ça a été quand même. J'ai arrêté mes études pendant environ 1 an et demi là, pour réaliser ce projet-là. Puis pendant ce voyage-là, j'ai été à l'Université nationale de Panama pour avoir des cours de francisation, mais en espagnol. Ok. Donc, c'était. T'as vécu vraiment l'envers du décor, là. Maintenant que t'es Ouais, enseignante, tu fais ça, mais ouais. Ah, exact. c'est cool. Puis, je traînais tout le temps avec les francophones, soit les Français, les Africains généralement. Puis, on était entre nous, puis je veux pas me vanter, là, mais on était les meilleurs de la classe, là, parce que bon, on parle les français, francophones. c'est ça, les francophones. Puis, c'est ça. Puis, de fil en aiguille, j'ai développé mes compétences linguistiques là, en espagnol. Puis, je tente encore aujourd'hui là, de stimuler ce côté-là. Fait que ça serait un peu ça, là, si... ouais, ça serait un peu ça, ouais, mon parcours. OK, puis est-ce que ça vous a comme impacté, comme à un moment donné, est-ce que vous avez trouvé que, est-ce que vous avez, je sais pas, que c'était, est-ce que il y avait des effets comme négatifs, des effets positifs, vous, dans votre propre expérience d'être comme issu de, ou être entre deux, ou comme, tu sais, c'est... Ouais. Ben moi, j'ai grandi dans un quartier vraiment québécois. J'ai grandi dans l'est de l'île. OK. Et j'ai vécu à Anjou, puis après à Pointe-aux-Trembles. Fait que c'est quand même des lieux très très québécois. Moins maintenant, là, mais avant oui. Puis, ben, attends, là, je réfléchis. Quand j'étais petite, moi je suis revenue du Mexique, j'avais à peu près 7 ans et demi. Puis, ben, je connaissais pas tout comme. Je connaissais pas les émissions québécoises, Mhm. genre, je connaissais pas les chanteuses, chanteurs populaires. Parce que moi, quand j'étais au Mexique, ben, j'écoutais la télé en espagnol, j'écoutais des groupes de musique en espagnol, tu sais, c'est ça, fait que j'étais fan girl de comme trucs mexicains, tu sais. Mhm. Puis aussi, c'est ce que ma famille me montrait, donc j'étais pas du tout en fait exposée à Ouais, c'est ça. rien de québécois. Fait que quand j'étais petite, ben je me souviens que genre, je souffrais un peu du fait de pas savoir c'était quoi par exemple Ramdam. Ouais! Tu sais, mes amis écoutaient ça, Ouais. Ramdam, tu sais, les frères Scott, Ouais, des affaires ouais, comme ça à la télévision. Puis ben, au final, ben, j'ai commencé à écouter la télévision québécoise. Puis ben, j'ai comme rattrapé un peu ce retard-là Mhm. parce que ça. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est comme culture, médias, culture populaire. Moi, j'aime vraiment ça. OK. Fait que, ben, c'est ça, j'ai commencé à m'intéresser c'est ça, à des chanteuses, genre Star Academy, tu sais, Mhm. puis comme des choses que comme OD. Occupation Double, je suis grande fan. Fait que c'est ça. Mais quand j'étais petite, je me souviens que je trouvais ça difficile de comme pas savoir C'est c'est ça. quoi ces choses-là. Ouais. Vous avez pas comme de repères comme communs, Ouais, puis... c'est ça. Mais tu sais, moi personnellement, j'ai jamais été consciente peut-être du racisme ou comme des choses comme ça parce que j'ai aussi l'impression que en tant que latino, ben c'est vraiment de façon dans la société québécoise, on est perçu positivement. OK. C'est comme c'est différent comme par exemple pour des personnes peut-être haïtiennes ou surtout musulmanes ou issues de comme Ouais, du tout à fait. Maghreb ou des pays musulmans du Moyen-Orient comme ici, ben, c'est un statement mais comme tu sais le Québec est quand même raciste là, un peu, genre
veux pas. Oui, oui, là. oui, oui. Fait que nous, ben moi en tout cas, j'ai jamais vraiment senti Ok. que je vivais une discrimination quelconque. Je trouvais peut-être qu'il y avait beaucoup plus de curiosité Mhm. que de genre, c'est ça, de me mettre à part. Fait que j'ai toujours eu des amis, j'ai toujours. Puis je suis juste, j'ai jamais vécu comme un genre de rejet par rapport à que je venais, ben que mes origines étaient autres, là. Ouais. Moi, c'était un peu différent. Puis mon frère aussi, c'était différent, même si on était dans la même maison. C'est ça qui est encore plus intéressant selon moi. Mais je me suis, vi- je me suis, excusez-moi, vite associé et j'ai développé des relations avec les Québécois, euh, tant au primaire qu'au secondaire, au cégep. Bon. Puis aussi, par le fait que bon, je m'appelle Roberto Carlos, ben, veux pas, tu sais, ça peut vouloir dire salut, je parle espagnol. Tu sais. Mhm. Alors que c'est vraiment pas le cas, tu sais, mon nom de famille c'est Larocque. Hein. Donc, puis là, là, tout le monde le dit là, ah, ok, t'as un accent québécois. Donc, de la part des Québécois en général, j'ai pas senti de rejet ou j'ai senti beaucoup plus comme de l'exotisme là, de leur part. Là. Comme, Ah, tu t'appelles Roberto Carlos. Mais ok. je m'identifie pas nécessairement à cette culture-là, puis encore moins à ce moment-là. Là, donc, C'est ça, parce que toi, à ce moment-là, tu vivais euh, vraiment comme à la maison, c'était oh, ouais, québécois, là. T'étais 100%, dans les 100%. émissions, la Zamdam, musique, c'était tout. il était fou dans le trou, il nous parlait avec ça, comme les cailloux, des mythes, là. Ouais, c'est ça. Comme j'étais là, là. Mais parce que ta mère, c'est ça, elle Ben est oui, québécoise québécoise, d'origine et tout ça, exact. donc. On écoutait, Ouais. moi je me souviens encore aujourd'hui, là, on écoutait de la musique seulement en français à la La maison. Bolduc et tout ça. Oh, la Bolduc, Ok. ouais. Il y avait Joe Dassin qui était aussi très Ah très ouais. présent, Cowboy Fringant, bon. Ah ouais, un classique. Puis, mais donc, j'ai pas été vraiment en contact à mon jeune âge avec la culture comme telle. Mhm. Fait que ça faisait que j'essayais de me faire des amis, là, que je me souvienne au primaire surtout, là, je subissais un peu comme, ben pas un peu là, je subissais du rejet là, de la part de la communauté latina. Là, Ok. parce que, ben, tu sais, il y avait tout l'aspect là, de c'est quoi être un latino. Mhm. Ok, t'as le nom, ça va, mais tu le parles pas. Et Ok. donc là, on disait non, non, t'es pas un vrai latino. Est-ce que. Ben, excuse-moi, je vais pas te couper. Non, vas-y, Mais vas-y. est-ce que, justement, parler une langue, c'est comme en quelque sorte intégrer comme une nouvelle identité? Tu sais, comme apprendre une nouvelle langue, est-ce que ça fait que. Je sais pas si c'est Mhm, clair, là, mais mhm, comme. Je sais pas si vous pouvez peut-être reformuler. mhm. Ouais. Parce que Si. je sais pas trop C'est comment comme l'exprimer, là, est-ce mais. que ce que tu veux dire, c'est que si, quand on apprend une nouvelle langue, est-ce qu'on développe comme une nouvelle identité? Ouais, c'est ça qui. Est-ce que la Ouais. langue, en fait, que tu vas apprendre est liée avec la Mhm, culture ou le biculturalisme, justement, que tu vas vivre comme. Ok. mhm. Mais moi, j'ai pas appris de langue, là, mais c'est plus toi, là. Mais je dirais que c'est sûr que ça a vraiment changé ma perception du monde en général. Mhm. Apprendre une langue, c'est selon moi apprendre un univers parallèle. Ok. Dans une certaine mesure. On parle en français, par exemple ici, en ce moment, on a des référents, on a des expressions francophones, québécoises, montréalaises. Hein, on va intégrer quelquefois des mots en anglais, ici et là. Et ça, c'est typiquement, là, je dirais, là, montréalais. Euh, Mhm. mais la même conversation avec des personnes anglophones à Montréal, par exemple, parce que c'est en anglais, peut-être que ça va être totalement différent. Peut-être qu'ils vont insérer peut-être des mots en français ici et là, comme on le fait nous, mais aussi les expressions. Les expressions, les référents culturels, ou Ouais, c'est ça. les blagues, comment on raconte une blague, etc. Donc, selon moi, c'est vraiment découvrir un univers parallèle. De là à dire que c'est une autre personnalité et que là, bon, je mets mon chapeau, je parle espagnol, je suis une autre personne différente, je pense pas. Je pense que ça l'ajoute, puis ça Mhm. nuance. C'est ça aussi qui est très très important ici, de nuancer. Apprendre une langue d'un peuple, c'est se renseigner, c'est être à l'écoute, c'est Mhm. communiquer, puis c'est aussi comprendre leur réalité. Mhm. Se mettre à la place Ouais. de cette société-là. C'est quand même énorme, là. C'est quand même énorme.
Ouais, c'est ça. Mais il faut quand même, j'imagine, il y a quand même comme la différence entre, admettons, faire ton cours de cégep Oui, oui. en espagnol, Oui. puis décider comme par soi-même de réellement comme C'est cliqué. apprendre parce que tu trouves que, tu sais, la langue ou la culture comme Mhm. t'intéresse vraiment. Fait que, tu sais, tu vas, comme à ce moment-là, tu vas vraiment chercher... Ouais. Mais moi, je trouve que toi, t'as appris deux choses. T'as appris l'espagnol, la langue, puis t'as appris aussi comment être hispanophone dans de la culture hmm. Ouais. de Je ton comprends, père. ouais, je comprends. Mais c'est parce que aussi, tu t'es immergé, Ouais, là. c'est T'as ça, plongé, t'es allé Ouais. pendant, C'était tough. je sais pas 6 combien, mois. de 6 mois, Ouais. directement. C'est comme... Ouais. C'est ça, c'est que t'as pas juste Ouais, appris c'est ça. l'espagnol, C'est pas t'es juste- allé à la rencontre de cette culture-là Exact. aussi. Ouais. C'est pas tout à fait, juste tout à apprendre fait. l'espagnol, c'est aussi apprendre des codes parce que je veux Mhm. dire, tu vas pas agir de la même façon Ouais. là-bas qu'ici, même si tu parles, mettons, même si tu parlais déjà espagnol, puis t'avais appris l'espagnol juste ici, ben tu sais pas non plus c'est quoi les codes du Mhm. Panama. Non, je comprends. Ouais, puis je suis tout à fait en accord avec ça. Là. Puis tu connais pas non plus les codes de la Colombie. Ben, c'est ça, parce que j'ai Ouais. jamais été, en fait. Même si ton père est colombien. Exact. Ouais, exact, Ouais. exact. C'est ça, c'est spécial quand même, ouais. Ouais, tout à fait. Mais là, moi, j'ai une autre question. Vas-y. Là, c'est beau, là, parler de ça et tout, mais est-ce que... pourquoi c'est important qu'on en parle aujourd'hui? Pourquoi que vous, en tant que professeur, futur professeur, tu sais, vous apprenez ça? En fait, euh, pourquoi c'est important, c'est ça la question? Pourquoi c'est Mhm. important le Pourquoi biculturalisme? c'est important d'en parler, ouais? Ben, en fait, d'abord et avant tout, c'est quelque chose de très, très important en tant qu'enseignant ou OK. personne ayant une certaine autorité. Surtout dans notre cas à nous, étant donné qu'on va vraiment accueillir hein, les nouveaux arrivants dans notre classe. Mhm. Donc, le biculturalisme, on va le favoriser de manière indirecte ou directe, dépendamment. Mais pendant l'apprentissage du français langue seconde des nouveaux arrivants, on va mettre, par exemple, on va faire des activités en lien avec la culture. On Mhm. va, par exemple, mettre une chanson de je ne sais quel auteur là, en français pour qu'ils puissent savoir, pour avoir un certain objectif, là, soit linguistique ou communicatif à ce moment-là. Puis c'est aussi comprendre leur réalité, hein, comprendre peut-être leur refus ou peut-être le fait qu'ils vont embrasser, qu'ils vont vraiment baigner dedans jusqu'à l'infini. Moi, j'ai eu des étudiants qui refusaient de parler des fois. Et même moi-même, en tant qu'apprenant en espagnol langue seconde au Panama, j'ai été pendant plus de 24 heures à vouloir seulement parler en français quand on me parlait en espagnol. Parce que, ben, à un moment donné, tu es saturé, là. Puis moi, le soir, je pleurais, là. Je pleurais chez moi parce que je n'étais Ah pas ouais, de hein? m'exprimer. Je me sentais infantilisé par ma propre famille, puis chose que je peux comprendre maintenant. Mais c'est des choses qui arrivent ici, là, dans nos classes. Puis c'est aussi comment on pourrait peut-être favoriser ce développement-là culturel, pas nécessairement québécois, mais français ou Mhm. francophone, là, on va dire, pour... Moi, je dis souvent à mes apprenants, l'objectif du cours est, oui, là, de dire bonjour, je m'appelle, mais aussi de développer où vous êtes, vous, par rapport à la langue. Comment, OK. qui vous êtes dans la langue. Mhm. Donc, c'est pour ça, selon moi, ça serait important. Je sais pas qu'est-ce que tu aurais à dire là. Ben moi, je pense que c'est important parce que c'est comme pas quelque chose que tu... C'est quelque chose que tu subis. Tu sais, Mhm. c'est comme tu choisis Ouais. pas d'être issu de différentes cultures, Mhm. tu choisis pas de vivre... Genre, surtout quand t'es un immigrant de deuxième génération Ouais. comme nous, ben, tu choisis pas ça. Puis je trouve que, tu sais, c'est quelque chose que je voulais dire aussi tantôt, là, mais comme, tu sais, avec tous les stéréotypes de comme, comment, mettons, les Latinos sont perçus, comment les Latinos devraient être, ben c'est vraiment difficile des fois euh, de comme, genre appartenir à un ou à l'autre. Tu sais, Mhm. c'est comme, est-ce que t'es plus québécois, est-ce que t'es plus mexicain, est-ce que t'es plus ou comme, tu sais, c'est comme, c'est quoi la bonne façon d'être, tu sais. Ouais. Pour moi, c'était plus ça, puis
Puis c'est ça, puis dans le fond, pourquoi c'est important d'en parler, c'est parce que c'est identitaire, tu sais, c'est comme, c'est quelque chose que tu subis littéralement, tu choisis pas ça, donc c'est comme, comment tu t'identifies, surtout quand tu grandis, quand t'es adolescent, puis tout, c'est difficile des fois, déjà c'est difficile être, soit, genre, adolescent tout court, Oui, oui. mais en plus de comme... De devoir jongler À qui t'appartiens à Ouais. quelle culture, tu sais, mais au final, moi, ce que j'ai toujours dit, mettons, c'est comme, je suis pas assez mexicaine pour les Mexicains, mais je suis pas assez québécoise pour les Québécois. Fait que c'est comme, je suis aucun des deux, tu sais. Puis ça, c'est beaucoup quelque chose que je me suis dit quand j'étais jeune. Puis j'avais pas de mots pour le nommer. Puis maintenant, surtout comme ces dernières années au bac, ben, on le nomme avec des mots, des études, des personnes qui ont déjà réfléchi à ça aussi. Puis ça te fait juste sentir comme moins seul parce que tu te rends compte que tout le monde qui, qui est issu de deux cultures, ben, ont déjà eu sûrement cette réflexion-là dans leur vie, tu sais. Puis c'est ça, pour les apprenants, mettons, c'est que, ben, eux, c'est des adultes, ils ont fait le choix de venir ici, tu sais. Fait que, ou pas, là, en Ou fait. pas, Non, là. non, 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 c'est vrai. Mais non, mais en fait, c'est ça, mais je veux dire comme, c'est ça, souvent, ben, ils quittent beaucoup de choses pour pouvoir s'établir ici. Fait qu'après ça, je trouve que c'est important d'en parler pour comme leur faire comprendre que ben, ça va si tu sais, c'est un deuil de Ouais. quitter sa culture, sa Tout à famille, fait. sa langue, puis que c'est correct de comme avoir les émotions, peu importe les émotions que tu as par rapport à ça, puis c'est correct aussi de pas non plus être à l'aise de comme d'intégrer à la nouvelle culture d'accueil, tu sais. C'est comme, c'est juste que c'est important d'en parler pour savoir que c'est normal de se poser des questions, puis c'est normal d'être mal à l'aise, puis c'est normal d'avoir des émotions contradictoires, puis c'est ça. Ouais. Intéressant. Puis par rapport à ça, ben, j'avais deux choses à dire. Premièrement, ben, moi, je suis en psychologie, là, fait que je vais essayer de rentrer de la psycho là-dedans. Ouais. Mais il y a un laboratoire à l'UQAM qui s'appelle le laboratoire Ciel, qui est un laboratoire en psychologie sociale qui vraiment, leur sujet d'étude s'intéresse comme à tout ce qui est les questions identitaires, l'acculturation, donc pourquoi que quelqu'un vient, ben pas pourquoi quelqu'un, mais quand qu'une personne vient dans une nouvelle culture, pourquoi qu'elle décide de s'intégrer pleinement, apprendre, être comme s'imprégner de la télé ou whatever. Puis aussi pourquoi que quelqu'un voudrait pas, pourquoi qu'elle serait plus réticente. Fait que c'est des études qui sont ben sachez que vous pouvez aller voir ça si ça vous intéresse. C'est vraiment intéressant, puis je pense que ça peut amener comme une autre perspective. Je sais en fait, je sais pas s'ils ont terminé l'étude, j'ai pas réussi à voir, mais j'ai vu sur leur site que justement, ils faisaient une étude pour comprendre un peu les mécanismes d'apprentissage comme d'une deuxième langue, mais hors des classes, parce qu'on sait que ça se fait comme dans une classe. Mais c'est ça, comment que, à l'extérieur de la classe, comment que ça se fait, l'apprentissage, puis qu'est-ce qui peut favoriser ou ne pas le favoriser. C'est super intéressant. Puis en parlant justement d'identité comme multiple par rapport à la langue, vous m'avez déjà parlé d'un genre d'atelier que vous aviez fait comme en classe, là, que je trouvais ça super intéressant, comme d'identifier pour un peu comme faire une petite introspection de comment que, tu sais, nous on se perçoit, mais est-ce que vous pouvez nous en parler? Peut-être que les gens vont pouvoir comme le faire à la maison. et tout ça, ouais, je trouve ça intéressant, ça aide à comme mettre peut-être sur papier, puis peut-être mieux se comprendre. Je sais pas, tu sais, des fois c'est des choses qu'on sait, mais à quel point, tu sais. Ouais. Vous pouvez peut-être en parler un petit peu. Moi, j'ai trouvé ça vraiment nice. Ouais, fait dans le fond, c'est un diagramme circulaire. OK. Puis, c'est ça, fait que dans le fond, puis c'est aussi avec des pourcentages. C'est quasiment un peu de mathématiques, là. Puis, c'est ça, donc tu fais un diagramme circulaire, puis dans le fond, c'est un exercice à savoir, toi, personnellement, combien de pourcentage tu te considères
appartenir à une culture. Mhm. Fait que, par exemple, moi, le mien, là, c'était comme. Mhm. Je me souviens plus des chiffres, là, mais je vais. Faut que je fasse un 100%. Ok, fait, dans le fond, j'avais dit. Si c'est 97, ça va, là. Mais mettons. Ok, 50%. Non, c'est pas vrai. 40% Montréalais. C'est ça qui est intéressant. Alors, je vais juste te couper 4 secondes, mais c'est ça qui c'est pas juste comme québécois, Non, canadien, non. c'est comme on peut mettre ça dans les quartiers aussi. Oui, puis oui, genre, oui, c'est tout à ça fait. qui est cool parce que Ouais. ça amène Une comme autre perspective. l'aspect comme vraiment plus complexe que juste Exact. je suis québécois ou non, je suis C'est canadien ça. ou non. Mais c'est Ok, ça. je te laisse continuer. Puis c'est ça, puis comme, en fait, la réalité, c'est que, moi, perso, ben, parce que, je dis nous, mais moi, personnellement, c'est que je suis née à Montréal, j'ai toujours grandi à Montréal, puis j'ai toujours, je pourrais jamais, je pense, m'identifier à être la même personne que quelqu'un qui vient de genre Charlevoix. Tu sais, c'est comme, Non, non, on n'a non. pas la même réalité, on côtoie pas les mêmes genres de Mhm. personnes, c'est pas la même chose. Puis aussi, la culture est juste différente. Tu sais. Mhm, Fait que mhm. c'est ça. Fait que moi, je dirais que c'est ça, 40% Montréal, après ça, 30% Mexique. Après ça, il reste combien? 40? 30. Ok, fait que j'en fais ça comme 10% québécois, 5% canadien, puis l'autre, ce qui reste, on va dire genre Nicaragua, Costa Rica, parce que c'est juste un attachement émotionnel, Mhm. parce que c'est mon père, mais pas particulièrement parce que je me considère Mhm. faisant partie de cette culture-là. Ouais. C'est ça aussi que j'avais remarqué, si on peut ramener ça un peu là, en francisation. Une des premières choses en fait qu'on enseigne à des apprenants au niveau 1, c'est bon, à se présenter. Puis dans ce volet-là vient bien évidemment la nationalité. Et donc souvent dans le programme, on va associer peut-être là, euh, l'identité à une nation comme telle. Mais avec l'exercice que Lara vient de nous expliquer, on peut vraiment voir que, ben, non, c'est pas juste je suis Canadien. Mhm. C'est vraiment plus détaillé. Puis je vais le faire en classe, en fait, en français langue seconde, là, mais à la Mhm. fin, après les examens. Ok. Pour vraiment qu'on revienne puis que je réitère le fait que on parlait d'identité, là, mais là, on va parler d'une identité un peu plus poussée. Ouais. On va- Non, donc, c'est vraiment intéressant. super pertinent. Ouais. Ouais. Fait que je vous invite à le faire si ça vous intéresse. C'est cool. C'est un bel exercice, je trouve. On pourrait peut-être donner un exemple dans le Ouais, je pourrais vous le laisser en match. description. On va vous mettre un lien Mhm. vers l'activité. Comme ça, ben, ça va être facile à retrouver. C'est en lien avec notre cours de plurinicité là, qu'on a eu Ouais. en troisième année, là, avec un livre là, sur la diversité culturelle. J'aurais peut-être une dernière question pour vous. Oui, donc. Puis après ça, je vais essayer j'ai essayé, c'est ça, de trouver quelques petits trucs en lien justement avec la psychologie. Là, fait que je trouvais ça intéressant Mhm. de vous le partager. Mais bon, pour vous, c'est ça, en tant que professeur, comment vous utilisez, c'est ça, je sais pas si j'ai déjà posé la question. De quoi De- donc? Comment vous utilisez le concept justement de biculturalisme dans la classe? Comment que vous faites pour je sais pas, justement essayer de renforcer? Est-ce que vous avez comme des trucs ou des activités que vous essayez de faire avec vos étudiants? Ben, pour ma part, c'est le biculturalisme. Une personne nouvellement arrivée ici au pays, elle est d'abord et avant tout, là, puis si elle parle pas la langue encore plus, elle est très vulnérable. Euh, Oui, oui, oui. c'est quand même intense. Puis, moi, personnellement, dans ma classe, j'accueille la, la culture de mes apprenants, puis on part de là pour essayer de construire maintenant la culture aussi du Québec tout en incluant, bien évidemment, la leur. Tu sais. Puis ça, c'est quelque chose, selon moi, là, qui est central dans la classe, qu'on se respecte tous, de peu importe où on vit dans le monde. En ce moment, on veut apprendre le français, mais que Mhm, c'est bien important de respecter la communauté culturelle de chacun et de chacune, en fait. mhm. Euh,
Donc, souvent, je vais leur demander, par exemple, les chansons qu'ils aiment dans leur langue respective ou dans leur culture. Et peut-être aussi peut-être mentionner une chanson qu'ils aiment en Mhm. français ici. En français, dans le monde de la francophonie, par exemple. Donc, c'est d'une part une exploration d'une nouvelle culture et d'une autre part, euh, ben, reconnaître là, que la personne est un individu, est un individu à part entière qui a tout un passé là, à considérer. Ouais, moi je le fais pas consciemment en fait parce OK. que je trouve que c'est assez, pour moi, c'est un peu difficile à faire. Mais, tu sais, moi ma classe en ce moment, je donne le niveau 6. Fait que c'est comme quand même assez, c'est comme fin intermédiaire, c'est ça? Franchement, En tout ouais. cas, c'est intermédiaire. Mhm. Mais en tout cas, mes étudiants, ils parlent. Ben, en tout cas, moi, je trouve qu'ils parlent très bien, mais peut-être que c'est comme. C'est parce que je suis biaisée, là, mais. C'est ça. Moi, comment que j'explore ça, c'est que je les expose à tout ce que je sais, OK. genre par rapport à la culture. Fait que moi, ben, moi, je consomme beaucoup de médias, je consomme beaucoup de médias, donc c'est ça, francophones, majoritairement. Donc, je les expose à ça. Je leur enseigne pas, mais comme à chaque jour, j'essaie de leur montrer quelque chose de différent. Fait que ce soit des émissions, surtout sur l'actualité, parce que je trouve que c'est important qu'ils s'intéressent aussi à. Ben, en fait, moi, je leur force rien. Tu sais. C'est comme s'ils veulent le consommer, c'est là. Tu sais, comme je leur montre, je mets tout sur un genre de. Sur le classroom, des liens qu'ils peuvent aller voir quand ils veulent. Donc, c'est ça. Fait que puis aussi, ben, c'est ça, dans le fond, j'aime ça poser des questions par rapport à ce que je leur montre. Puis je leur demande souvent, peut-être que c'est fatigant pour eux aussi, de faire des comparaisons avec leur pays ou comme ce qu'ils connaissent. T'sais. Par exemple, genre, ça peut aller de n'importe quoi. Là. Mettons, l'autre fois, on a parlé des grèves parce que là, il y avait eu comme beaucoup de grèves dans le secteur public récemment. T'sais. Puis Mhm. comme. Ouais. Puis ça, je veux dire que c'est culturel aussi. Là, comme Oui, oui, il y a oui. pas beaucoup de. Genre, tu peux pas faire la grève Partout. Non, c'est en pas. Iran, là, tu sais, tu vas souvent te faire mettre en prison, tu sais, Mhm. donc c'est ça, puis je trouve que puis c'est culturel aussi du fait qu'au Québec, ben, on aime ça manifester, puis comme les droits sont des travailleurs et des gens sont importants, donc là, je leur demande, ah, mais c'est comme, est-ce que c'est un concept qui existe dans vos Mhm. pays, tu sais, puis tout le monde s'écoute, tu sais, par exemple, moi, j'ai un Ukrainien, non, j'ai un Russe qui a vécu en Ukraine, pour lui, ça en Russie, ça n'existe pas, là. Tu sais, Mhm. comme j'ai un Rwandais. Comme si t'es chanceux si tu peux avoir un travail dans le secteur public, tu sais. Ou OK. même en Iran, par exemple, que là-bas, quand t'es dans le secteur public, juste je parle à travers mon chapeau, là, comme, mais t'es bien payé, tu sais. Mhm. Ce qui est comme, t'as pas vraiment besoin de te battre OK, pour avoir c'est des un meilleures privilège en conditions, soi, là. c'est OK, ça. c'est ça. Fait que c'est comme, c'est intéressant de faire ces comparaisons-là. Puis Mhm. ça, c'est un sujet parmi beaucoup que j'aime aborder avec eux. Ouais. C'est intéressant. Mais non, mais c'est cool de justement comme exposer puis leur laisser la place puis comme le temps aussi de que chacun puisse aller justement à leur rythme parce que ça peut être comme très justement stressant. Ça, c'est C'est mon ça. côté un peu plus psycho, mais Ouais. comme il y a des études que j'ai lues, puis je sais pas si vous l'avez déjà ressenti ou vous avez déjà eu des expériences avec ça, mais il y a comme. C'est encore dans le laboratoire Ciel, là, c'était une étude qui a été faite, puis c'est. Je sais pas si je l'ai dit tantôt, mais c'est le laboratoire est chapeauté par Marina Doucerin. Euh, En fait, c'est qu'il y a comme deux types de stress liés comme à l'acculturation. Donc, il va y avoir le stress acculturatif général, donc qui va être le stress de justement être différent, puis ça va être plus là qu'on va ressentir peut-être la discrimination ou comme Mhm. des regards différents. Puis il y a le stress lié à la communication. Donc, La prise de parole. oui, exactement, Mhm. dans justement la nouvelle culture, donc de communiquer. Fait que ça, c'est deux
types de stress qu'on va distinguer. Mhm. Puis est-ce que vous avez déjà vu ça, comme le stress lié à juste communiquer, qui est des gens qui pouvaient être super bons, mais c'est comme qui avait peur ou je sais pas, qui Il est... y avait un blocage. Ouais, Ben, moi, personnellement, oui, là, tu sais, j'enseigne spécialement là, le niveau 1-2 là, depuis ouais, 2 c'est ans. ça. Euh, L'alphabet, on part de là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis à la fin, ils sont capables de quasiment de m'expliquer la météo d'aujourd'hui, tu sais. Ok, ouais. Mais la prise de parole, surtout quand tu commences l'alphabet, c'est vraiment difficile. C'est très, très Ouais. difficile. C'est plus facile pour d'autres, puis plus difficile pour d'autres. Ah, mais c'est quelque chose qu'on voit peut-être moins quand passer le niveau 4, passer le niveau 5, peut-être moins rendu là parce qu'ils sont capables vraiment de formuler leurs propres idées. Puis aussi, il ne faut pas oublier aussi que la classe hein, est un environnement d'apprentissage, dans notre cas, nous, de français langue seconde, mais qui ne reflète pas nécessairement des situations authentiques de la vie de Non, tous les jours. c'est là que je voulais m'en C'est aller ça. aussi, là. Donc, la prise de parole en classe, c'est déjà stressant Ouais. pour quelques-uns, mais dans la vie de tous les jours, ça l'est, selon moi, encore plus, parce que ben, tu n'as pas vraiment de contrôle sur la situation, puis tu sais pas qu'est-ce que l'autre personne va te dire, donc tu sais pas la réponse à l'avance, donc c'est vraiment difficile de produire à l'extérieur de la classe, j'ai l'impression. Ben, moi, ce que j'ai pu voir, là, si je peux vous exposer ce que j'ai appris, mais en fait, j'ai appris que le réseau social, justement, qui est à l'extérieur des classes, Ouais. dans la langue seconde, donc ici, mettons, on va parler du français, c'est ce qui va avoir le plus grand impact sur le stress lié à la communication. Donc, Ouais. en fait, plus que son réseau social francophone et dense, donc il y en a beaucoup, et interconnecté. Là, ça va réduire le stress à la communication. Je m'explique. Quand que je dis que ben, beaucoup de personnes, c'est dense, interconnecté, c'est que c'est pas aller voir à l'épicerie, au dépanneur et tout. Non, non, il faut que ça soit des amis, Mhm. 10 amis qui traînent ensemble. Mhm. Puis ça aide beaucoup à réduire justement le stress lié à la communication. L'autre type de stress que j'ai parlé comme plus général, malheureusement, ça n'a pas vraiment d'effet. Mais c'est ça, fait que c'est comme. C'est ça aussi, c'est dur de naviguer entre tu sais, la classe, vous essayez de. Puis la vie de tous les jours aussi, là. Fait que. C'est ça, je sais pas s'il y a des façons de tu sais, pouvoir tu sais, essayer de. Mais si, c'est dur d'intégrer comme un nouveau réseau, puis de Ouais. se faire. Ben Tu oui, sais. ben oui. Ben, moi, je vais aller peut-être du côté des enfants, parce que j'ai aussi enseigné en classe d'accueil. Puis, j'ai vu des petits de peut-être 9 ans qui avaient de la misère à prendre parole, puis en fait, ils refusaient de Ah ouais, s'exprimer complètement, en c'est ça. français. Ouais. J'enseignais à une petite fille qui venait d'arriver, qui était indonésienne, puis sa langue première, c'est l'anglais. Puis elle comprenait tout, là. Elle comprenait absolument tout du français. Pas absolument tout, mais comme elle comprenait bien, puis comme elle écrivait bien, comme elle lisait bien, mais à chaque fois qu'on lui posait une question, elle savait la réponse, mais elle allait le dire en anglais. Ok. Puis comme même chose avec un autre petit garçon que lui, c'est un demandeur d'asile, puis c'est comme un phénomène aussi qui est arrivé dernièrement avec le chemin Roxham puis la crise en Haïti. C'est que c'est des personnes qui voyagent d'Haïti vers des pays comme la Guyane, le Brésil, puis ils vont remonter à pied, puis ils vont traverser la jungle entre la Colombie et le Panama. Puis monter jusqu'au Canada et demander l'asile, mais comme tout ça, ils font ça Sur des années. sur des années. C'est fou, Ben hein. oui. Donc, ils vivent. Donc, déjà, ce petit garçon. Ça, c'est un. Il y en a plus. J'ai déjà vu plusieurs exemples comme ça, qui étaient plusieurs enfants haïtiens, surtout. Puis, ils parlent créole, ils parlent portugais, parce qu'ils ont vécu beaucoup de temps au Brésil. Ils parlent espagnol, parce qu'ils ont traversé l'Amérique centrale. Et anglais, parce qu'ils ont traversé les États-Unis.
sont en train d'apprendre le français à l'école. Mais par exemple, ils n'ont pas été scolarisés. C'est ça. Il y a un Ouais. retard. Fait qu'ils savent peut-être pas écrire, ben ils ont de la misère à écrire, ils ont de la misère à lire, mais ils sont capables de s'exprimer en plusieurs langues, tu sais. Puis ça, c'est comme, je pense que c'est quelque chose que aussi, ils ressentent de l'insécurité de ça, mais ils savent pas, ils réalisent peut-être pas à quel point, ben, ils parlent 5 langues. C'est tu précieux. sais, Ouais, comme- Oui, c'est fou. c'est impressionnant, là, quand Mais même. des fois, c'est pas valorisé, ça, parce que genre, tu verrais quelqu'un qui a appris 5 langues par lui-même, on fait waouh, t'es tellement intelligent, polyglotte, blablabla. Mais un enfant qui a traversé tous ces pays-là sur des années, qui est L'Amérique, demandeur d'asile, ben lui, on va pas dire waouh. Ouais, exact. C'est comme. Je comprends, ouais. Mais ça, moi, j'étais vraiment impressionné dans ma classe d'accueil, là, dans l'échange que j'ai fait. Les Haïtiens étaient dans ma classe, ils parlaient parfaitement français, ils parlaient parfaitement espagnol. Puis j'ai même dit à mon enseignante associée, euh, ben, pourquoi ils sont en classe d'accueil? Ouais. Ils parlent super bien français, ils écoutent, il y a une compréhension orale incroyable. Ils disent, ah, mais justement, comme que tu disais, Lara, c'est la grammaire, la grammaire de la France, justement. Mais c'est aussi, ça, hein. Ben oui. les classes d'accueil, c'est pas juste une classe où apprendre à parler français. Ouais. C'est un endroit où tout est plus lent. Le rythme est plus lent. C'est un endroit où tu apprends à être un élève Ouais. dans un système québécois. Ouais. Fait que ces enfants-là qui ont vécu des choses, qui ont vu des choses inimaginables, ben, ils prennent le temps d'être un enfant dans une école, dans un système, tu sais, puis comment être en sécurité, puis apprendre le français à son rythme. Parce que c'est ça, les classes d'accueil, c'est comme, on va pas te forcer à parler, là, tu sais, c'est comme, tu vas prendre le temps de parler à ton rythme, puis à ton rythme d'apprentissage, puis ça, c'est beau, c'est beau, c'est différent que les adultes en francisation. Ouais, les adultes en francisation, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment de la production, là. Donc, si tu es à temps plein, tu fais niveau 1, 2 ensemble, tu passes les examens, tu passes au niveau suivant 3, 4, 5 jusqu'à 8. Donc, à l'intérieur de 1 an et demi, là, environ, ben, tu as terminé tous les niveaux à faire dans les centres de services scolaires. Donc, qu'est-ce que je veux dire par production, c'est ça. Donc, on pousse vraiment sur l'apprentissage du français, alors qu'en classe d'accueil, ben, t'as vraiment plus de temps. Qu'est-ce que je comprends? Ouais. Bon. Je suis désolée, je suis pas très bonne dans les transitions. Je vais m'améliorer avec le temps, mais bon. En plus, c'est la première fois qu'on a des invités, donc soyez indulgents, s'il vous plaît. Ça va. Je voulais juste vous entendre sur une dernière chose, peut-être pour essayer de... Je sais plus c'est quoi le mot, mais de... déconstruire peut-être une idée qu'on a ou que certaines personnes ont. Qu'est-ce que vous pensez puis des accents, justement, quand que quelqu'un apprend une nouvelle langue? Ben c'est ça. Moi, je porte pas une attention. J'insiste peut-être pas assez sur la prononciation. OK. Parce que, et je devrais, mais pour moi, personnellement, je trouve que ben, c'est quelque chose qui est vraiment difficile à changer. Puis c'est peut-être aussi quelque chose qui devrait pas être changé. En fait, c'est comme quand tu vas parler, ben, on va savoir que comme tu viens peut-être d'ailleurs, puis c'est correct, là, comme ça veut pas dire que tu sais pas bien parler, c'est juste que comme ben il y a certaines personnes qui vont juste jamais être capables de prononcer le R, puis être capables de prononcer c'est ça, certains sons, c'est juste pas dans le... Ils ont juste jamais travaillé ce muscle-là dans leur vie, tu sais, donc moi j'insiste pas particulièrement, puis comme c'est... Ben, je trouve que c'est comme... C'est intéressant, tu sais, ça apporte des discussions, puis comme... Mais aussi, ça peut être discriminatoire, mais je pense que... Moi, je pense que
Puis aussi, c'est comme, est-ce que tu veux assimiler la personne? Genre, est-ce que tu Non, veux, c'est tu sais, ça, est-ce que ouais. tu veux qu'il devienne québécois ou tu veux qu'il parle français? Tu sais, c'est comme Mhm. deux choses différentes, je trouve. Ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Laurent. Puis, étant donné que j'enseigne, c'est, comme que je vais le redire, là, niveau 1-2, là, donc l'alphabet, les sons, là, notamment, Ouais. là, c'est quelque chose qui est quand même assez important quand on commence en franciation, du moins dans la classe de Roberto Carlos Larocque. Donc, par exemple, des exercices de discrimination auditive ou même, par exemple, tu parlais là, du R, là, Ouais. ben, moi, je le force un peu, là, je fais vraiment des ateliers de ça pour essayer de développer ce muscle-là, puis que ben, au fil de sa vie, sa prononciation va changer, bien Mhm. évidemment, et peut-être à un moment donné, il va être capable de prononcer un R un peu plus comme nous on le fait en français. Euh, Personnellement, je pense que l'accent ne révèle pas nécessairement du degré de compétence de la personne dans la langue cible. Mhm. Non. Ça, c'est très important à éclairer, là. Donc souvent, tu sais, on dit, ah, la personne, elle parle tellement bien, comme elle a même pas d'accent. C'est sûr que Mhm. tu sais, ça peut être impressionnant, tu sais, que la personne n'a aucun accent dans les langues qu'elle maîtrise, mais ça reflète pas nécessairement ses degrés de compétences de communication, là, tu trouves? Mhm. Ouais, c'est ça. Puis là-dessus, peut-être que je pourrais citer un autre podcast dans lequel j'ai entendu justement comme parler d'accent, puis je trouvais que la personne s'exprimait vraiment bien. Je sais pas particulièrement c'est quoi son... Ben, je sais qu'elle enseigne à l'université et tout ça, là, qu'elle a été professeure. Bref, mais c'était vraiment comme je pense que c'est vraiment quelque chose à écouter. C'est pas très très long. Mm. Donc c'est le podcast avec ou sans accent, justement. Mais je vais vous le mettre en commentaire. Oui, c'est notre enseignante Ah, c'est ça. de francisation, justement. Ouais. Ouais. Mais c'était vraiment intéressant Oui. comment qu'elle parlait de justement cette question-là. Fait que, voilà. Ben, je vous remercie vraiment de nous avoir accompagnés, ben, de m'avoir accompagné pour cette Ouais. petite discussion. C'était vraiment intéressant. Puis je suis sûre que tout le monde aussi va avoir trouvé ça vraiment cool. Puis merci d'avoir pris le temps et tout ça. Merci Donc, à toi. Ça fait plaisir. donc au revoir! Bye! Salut tout le monde!